Bonjour, bienvenue à Vie publique. Aujourd'hui, on va parler, entre autres, d'un nouvel outil d'auto-inspection en matière incendie. Et c'est quelqu'un qui est presque habitué de l'émission. C'est Christian Chénarguet, donc du service incendie de la MRC, au fond, bonjour. qui est avec nous. Bonjour. Oui, bonjour, je peux te poser bon matin. Bonjour. Alors, écoute, expliquez-nous, c'est quoi un système d'auto-inspection résidentielle en ligne? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Pour expliquer, en réalité, ça a été mis sur pied, surtout considérant la pandémie. Cette année, en 2020, on a été très affectés par la COVID-19. Donc, c'est un système qui permet aux gens de faire une prévention à partir de chez eux. Parce qu'on s'entend que présentement, envoyer des pompiers, faire du porte-à-porte pour vérifier les avertisseurs de fumée, faire de la prévention, faire de l'éducation du public, c'est plus possible. Puis on ne veut pas prendre de risques autant pour les citoyens que risquer de contaminer les services d'incendie par rapport à la COVID. Donc, ce système-là permet de faire une prévention efficace en ligne. Donc, le processus fonctionne que le service d'incendie cible des secteurs ou cible des rues ou des municipalités au complet aussi. On y envoie une lettre. Dans cette lettre-là, il est contenu un code d'accès qui dit à la personne, ils vont sur le site Internet directement, donc ils vont pouvoir avoir accès au formulaire. Donc, après, suite à ça, les gens ils ont des questions à remplir. Un formulaire qui dit, avez-vous un avertisseur de fumée? Est-il fonctionnel? Puis, on a mis ça très, très imagé pour que les gens comprennent. On voit le petit doigt qui pèse sur l'avertisseur de fumée, donc ils comprennent que, regarde, le geste, ils vont le faire. Donc, on appelle ça une auto-inspection, mais surtout une auto-visite de prévention, comme de quoi qu'ils vont valider des paramètres que le service d'incendie validerait. Et donc, on réussit à faire une certaine prévention comme ça, puis à rendre les résidences plus sécuritaires. Et de même qu'on réussit à poser des questions en sécurité civile aussi. Là. Donc, on va cibler aussi les gens qui ont qui ont des limitations d'évacuation. Donc, c'est des gens qui ont des handicaps ou des limitations par rapport à l'évacuation, ils vont pouvoir le cocher dans le formulaire. Donc, au niveau des services d'incendie, ils vont pouvoir consigner cette donnée-là. Mais est-ce que c'est quelque chose qui est obligatoire? Parce que, des fois, quand on reçoit des courriers, puis c'est pas obligatoire, on fait, on va y aller plus tard, puis finalement, on n'y va jamais. Fait que ça va être quoi, l'incitatif pour que les gens C'est sûr que on ne va pas obliger les gens, on ne va pas aller tenir le clavier à leur place. Ou les aider, parce qu'il y en a pour qui ne sont pas familiers avec ça. C'est en plein ça. C'est sûr que nous autres, dans le formulaire, la lettre qu'on envoie, on leur propose une assistance. On leur dit, si vous avez besoin d'assistance, contactez le service d'incendie. Donc, il y a un numéro qu'ils peuvent contacter. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas, ouvrir ça à leur place, mais c'est certain qu'ils peuvent même faire avec le cellulaire. Donc, s'il y a des gens qui peuvent vraiment pas, ils nous contactent, puis on va trouver une solution. Mais pour l'instant, ce qu'on favorise le plus possible, c'est le formulaire en ligne pour s'assurer qu'on ait un résultat par rapport à ça. Et nous autres, une fois qu'on a les données, on peut les intégrer dans notre logiciel aussi pour la prévention incendie. Donc, on a recueilli beaucoup de données importantes, de même qu'on peut recueillir les courriels des gens. Donc, par la suite, une fois qu'on a les courriels, on va pouvoir faire des mises à jour, envoyer d'autres sondages par courriel, parce qu'initialement, on n'a pas tous les courriels de tous les gens. Là. Puis par la poste, est-ce qu'on en envoie aussi? Là, Initialement, le premier envoi d'auto-inspection va être fait par la poste. Parce que justement, on n'a pas toutes les données de tous ces citoyens-là par rapport à leur courriel. Oui, c'est ça. Il y en a qui n'ont pas Internet. C'est en plein ça. Donc, on fonctionne initialement comme ça. Par la suite, on va réajouter, mais pour cette année, c'est un envoi postal qui leur envoie un code et qui rentre ça en ligne, finalement, pour pouvoir remplir leurs informations en ligne. Donc, on a mis ça le plus convivial possible, c'est super simple. Ça prend 5 minutes à remplir. Puis en même temps, on recueille toutes ces informations-là qui sont utiles là, pour vraiment bien cibler la prévention incendie. C'est peut-être un moment aussi là, de faire, inciter les familles à s'occuper des aînés dans ce contexte-là aussi, parce qu'il y a des personnes âgées qui non seulement n'ont pas de courriel, mais des personnes qui ne seront peut-être pas capables nécessairement de répondre. Il y a des gens qui vivent en appartement encore jusqu'à très tard, puis avec ce qui se passe effectivement, avec donc, la pandémie, on a le goût de... Oui, c'est ça, parce que... Les petits-enfants peuvent aider leurs grands-parents à remplir ça, puis leur poser des questions. Donc, c'est un exercice qui peut être familial aussi. Là. Puis je pense à ça parce qu'il y a quelques jours à peine, là, on soulignait le premier anniversaire du gros incendie qu'il y a eu à la Pocatière l'année passée, quand le bloc appartement... il a passé au complet, puis on sait qu'après coup, c'était justement quelque chose, un truc à frites, là, je pense qu'il avait pris en feu sur la cuisinière. Donc ça fait partie de la sensibilisation. On s'entend que en ayant, une friteuse homologuée, on peut éviter beaucoup d'incendies aussi. Là. Donc, ça fait partie de la future réglementation aussi. Là, on sait que c'est le temps des cheminées, des poêles à bois, des décorations de Noël, des sapins artificiels naturels. Il y a des fois des surcharges là, parce qu'on
on met tout ça ensemble pour illuminer les décorations de Noël. On nous a demandé d'ailleurs de le faire plus tôt cette année pour se donner un petit peu de... Plus de joie. Plus de joie. Est-ce qu'à chaque année, il y a des incidents par rapport à ça? Est-ce qu'il y a là aussi une sensibilisation à faire? Bien, il y a toujours une sensibilisation à faire parce qu'on s'entend que le risque d'incendie accidentel, là, parce que les gens ont une certaine négligence, est toujours présent. Donc, c'est des gestes qui vont faire des changements. C'est que si des personnes installent leurs choses de manière sécuritaire par rapport à l'électricité, qui dégagent leur sapin des sources de chaleur, qui font de la friture, qui la surveillent, qui surveillent leur cuisson, ils peuvent tout éviter ces incidents-là. Mais c'est souvent un moment d'inattention. Hein, effectivement. Puis, tu sais, les campagnes de prévention disent le premier responsable, c'est toi. Donc, si tous les gens se prennent en main puis s'assurent de tout suivre les consignes en prévention d'incendie, les risques d'incendie qu'ils peuvent avoir à leur résidence sont vraiment amoindris. Donc, ils prennent toutes les chances de leur bord pour éviter un incendie. Donc, à Noël, on va vraiment avoir une campagne qui va sensibiliser, il y aura un message qui va être véhiculé, puis on va avoir sûrement un communiqué de presse aussi par rapport à ça pour dire c'est quoi les actions qu'on peut faire dans le temps des fêtes pour prendre toutes les précautions en prévention incendie. Là, on est vraiment, on marche sur décembre. Est-ce que vous faites des bilans? Donc, cette année, là, en termes d'intervention, est-ce que ça a été une année où ça a été tranquille au niveau des résidences, où il y a eu, on a eu des faits particuliers? Je crois que l'incendie de l'année... On n'a pas tout le complet de données encore. Normalement, on en parle plus dans le mois de janvier, quand toutes les données sont complètes pour commencer une analyse. Donc, jusqu'à maintenant, c'est une année quand même qui est très différente. T'sais, les gens étaient plus à leur maison. Donc, ça fait une sorte de balance quand même. T'sais, les gens appellent plus pour des questions. Les interventions, des fois, ça peut être moins... On va dire, les gens interviennent plus rapidement. C'est toute une balance des choses, mais il reste que... on n'a pas toutes les statistiques encore. C'est le feu de Tourbière cette année, hein, qui a probablement été l'événement qui a mobilisé puis qui a fait prendre une expérience différente, j'imagine. Oui. C'est certain que c'est une matière qui est très spécifique au niveau du combat incendie. Donc, on jumelle un combat d'incendie en forêt par rapport à la tourbe aussi. Donc, c'est des matériels qui sont très différents. Les pompiers, normalement, sont habitués à combattre des incendies dans des résidences ou des bâtiments. Donc, c'est toute autre expérience de travailler en milieu de tourbière et en milieu forestier, là. Bien, monsieur, donc, Christian Chénarguet, on vous remercie d'avoir été là, puis on rappelle aux gens là, de surveiller ça, le petit code qui va arriver par la poste. Puis, des fois, ça ne nous tente pas, honnêtement, parce qu'on a beaucoup de choses à faire, mais c'est de vous aider. Là. Je veux dire, oui, il faut... c'est pas une sollicitation, c'est pour notre sécurité, parce que chaque question va générer une question, les gens vont vérifier les avertisseurs de fumée. On s'interroge, mais en même temps, c'est un exercice qui est important. Oui, puis ça peut être un bel exercice éducatif à faire avec les tout-petits aussi. Oui. C'est eux qui peuvent aller nous chercher les réponses et tout ça. Des bons assistants. Des bons assistants pour nous aider là-dedans. Puis on rappelle donc aux gens de faire attention dans le temps de Noël pour que ce soit s'assurer que la cheminée est ramonée, toutes ces choses-là. Les conseils, on va les conseils spécifiques au temps des fêtes, donc on va arriver avec ça. Puis on peut trouver tous ces conseils-là. Oui, sur le Facebook Incendie de l'Université de Kamouraska et les services d'incendie ont publié des conseils aussi. Merci beaucoup. Merci. Pour la deuxième partie de l'émission, on va parler de l'agriculture urbaine au Kamouraska. Donc, un sujet qui fait du bien, qui nous permet déjà de rêver à l'été avec Émilie Lapierre, qui est coordonnatrice des services horticoles à Ville-la-Pocatière. Bonjour. Bonjour. Donc, comme quelqu'un qu'on connaît, j'arrive à avoir une question comme en 2 volets. En fait, ça va être en 2 volets notre entrevue parce qu'on commence avec vous. Puis ensuite, on va recevoir Stéphanie Boudreau de l'Association des producteurs de tourbe horticoles du Québec. Mais comme on n'a pas des grands studios, on ne pouvait pas vous mettre à la même table. Alors, on va vous passer à tour de rôle. Bon, Émilie, donc, toi, tu me racontais que tu étais d'abord horticultrice, mais maintenant, il s'est rajouté avec ça, un volet qui s'appelle le collectif Verdir. Bon, nous, on voit les communiqués, on connaît ça un peu, mais je pense que c'est encore assez peu connu, ça, le collectif Verdir. Qu'est-ce que c'est quoi la mission? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça mange en hiver, le Verdir? En fait, le collectif Verdir, cette appellation-là a été créée l'hiver dernier, là, donc c'est assez récent. Mais on avait démarré depuis 2018 le regroupement d'agriculture urbaine, qui, en fait, avait comme objectif de rassembler plein de partenaires à la Pocatière de différents milieux pour réaliser des projets concrets d'agriculture urbaine dans notre ville, finalement. Puis, on a fait un projet, justement, d'image de marque. Puis là, c'est là qu'on a décidé
le nom du collectif Verdir. Donc, la mission du collectif, en fait, c'est assez simple, c'est de partager l'information. Donc, on assoit plein de partenaires. On est 18 partenaires de différentes institutions, donc institutions d'enseignement, institutions financières. Il y a vraiment le milieu là, municipal, la MRC. Il y a plein d'institutions d'éducation, les écoles, tout ça, la recherche. Puis, on assoit tous ces gens-là qui ont envie de faire des projets en agriculture urbaine. On partage c'est quoi les besoins de chacun. Fait que c'est vraiment pas juste là, le plaisir de jardiner un petit peu l'été. Il y a vraiment une mission éducative à travers ça. C'est basé sur du long terme. Exactement. C'est une façon de concerter notre milieu avec un objectif précis qui tend vers la réalisation d'aménagements en agriculture urbaine et le transfert de connaissances techniques liées à la production alimentaire aussi. Concrètement, parlez-nous donc de quelle manière, nous, dans notre environnement, on va pouvoir dire ça, c'est Verdir, ça, c'est grâce à Verdir. Tu sais, un peu comme, par exemple, si on prend l'éco-centre, bien, on sait qu'ils font des projets, puis on comprend bien mieux leur mission. Alors, vous, c'est quoi, entre autres, les projets qui vont pouvoir voir le jour? Bien, en fait, comment ça fonctionne, c'est que chaque partenaire du collectif Verdir arrive avec des idées en tête de projets qu'ils ont envie de faire. Et ensemble, on partage les ressources de chacun pour réussir à les faire. Je vais donner un exemple concret. Par exemple, ce qu'on a réussi à faire avec l'école primaire Sacré-Cœur. Donc, l'école primaire Sacré-Cœur voulait faire des projets de bac de jardinage avec leurs élèves. Oui. Et là, avec les connaissances techniques du jardin floral, eux sont venus donner des ateliers dans la classe aux élèves de l'école primaire. Ensuite, avec l'Association des producteurs de tourbe, on est allé chercher une commandite de tourbe pour faire les bacs dehors. Et ensuite aussi, on est allé chercher des plants qui étaient des restants de culture des élèves de l'ITA qui produisent des légumes en serre. Il y avait comme un peu d'économie circulaire là-dedans. Exactement. Là. Puis avec les jeunes de la polyvalente, bien, eux, ils ont des projets de menuiserie, tout ça. Ils ont construit eux-mêmes les bacs en bois qui étaient destinés à l'école primaire. Fait que c'est en fait vraiment un partage de plein de ressources pour réaliser des projets qui, si on était restés chacun de notre côté, n'aurait peut-être pas vu le jour, ou il n'aurait pas été aussi rassembleur puis porteur pour la communauté. Donc, pour avoir une bonne visibilité de c'est quoi les projets du collectif Verdir, bien, on a fait une page Internet donc, qui est hébergée sur le site web de la page de la ville, la Pocatière. Puis là, on peut voir vraiment tous les projets qui sont sous l'égide du collectif Verdir, si vous voulez. Des projets qui sont en cours de réalisation, qui ont été réalisés. Exactement. Donc, on a à l'école primaire Sacré-Cœur des jardins à bac. On a avec l'organisme Projection 1635 à la Pocatière, ils ont fait une terrasse verte, donc des productions en culture en bac également. Avec le Collège Sainte-Anne également, ils ont aussi fait des bacs potagers. J'essaie de ne pas l'oublier, mais au Jardin Floral, ils ont une grosse plate-bande de culture comestible également. Donc, ça, on peut penser que c'est des projets qui vont probablement revenir à chaque année, j'imagine. Oui. Donc, quand on a pris l'habitude de faire un petit jardin à l'école, bien, ceux qui n'ont pas participé l'année, t'sais, on a toujours hâte à l'année où on va faire l'activité comme ça. Mais j'imagine qu'on veut que ça grandisse, puis on veut que ça se multiplie, les activités. Donc, votre rôle, vous, c'est quoi là, quand c'est la période morte comme ça? Qu'est-ce que vous faites? Bien, en fait, la période morte, mais c'est la période la plus active du collectif parce que c'est tout ce qu'on construit en l'hiver, puis c'est là qu'on planifie nos projets pour l'été prochain, qu'on regarde les différents projets de tout le monde, comment chacun peut contribuer au projet, puis de faire des demandes de subventions collectives aussi. Mais est-ce que c'est toujours des projets qui doivent s'adresser ou aux entreprises ou aux organisations? Est-ce que, par exemple, vous pourriez faire aussi des ententes avec les CI3S pour que, justement, il y ait plus de verdure dans ces environnements-là? Est-ce qu'avec les grosses entreprises, qu'est-ce qu'on vise à long terme? L'objectif ultime, est-ce que c'est ça? C'est de faire des petits jardins un petit peu partout? C'est quoi l'objectif ultime de Verdir? Dans 5 ans, là, dans votre vision, ça ressemblerait à quoi? C'est une réussite pour Verdir? Bien, en fait, c'est de vraiment créer comment je pourrais dire ça? Un réseau entre nous. C'est une façon de développer notre milieu, de créer des liens entre des institutions qui n'ont peut-être pas de façon de se rencontrer autrement que par des projets concrets qu'ils ont en commun.
Donc, c'est une façon de se concerter, de développer notre milieu. Puis, en bout de ligne, c'est aussi de faire connaître des techniques, de faire ramener la production alimentaire au centre des milieux de vie. La Pocatière, on est une petite ville, mais... On a l'impression quand même, tu sais, qu'on est une ville quand même de producteurs agricoles. Je veux dire, on a beaucoup de gens qui, on le voit là, dans les marchés, on a beaucoup de producteurs locaux. Mais malgré tout, diriez-vous qu'on demeure quand même loin de notre terroir? Ah oui, bien en fait... C'est fou comment, avant, tout le monde savait comment produire un potager, soit notre tante, notre oncle, tout le monde avait un agriculteur dans la famille. Donc, c'était des connaissances qui étaient quand même là. Mais depuis 2-3 générations, ça s'est perdu. La coupure avec le côté production, c'est quand même intensifié. Et là, ce qu'on veut, c'est ramener finalement ce savoir-là par les jeunes, mais par tout le monde, là. Mais ramener ça au centre de nos milieux de vie parce qu'on a besoin de ça, puis de ramener aussi l'aspect de circuit court. Là. Dans un monde idéal, toutes les écoles auraient leur potager, toutes les garderies auraient leur potager, partout, on aurait des terrasses. Puis ce que vous nous dites, c'est qu'on a les compétences dans le coin pour pouvoir développer ça. Est-ce que vous faites affaire justement avec des agriculteurs ou demandez-vous des conseils ou avec qui? Oui, bien c'est quelque chose qu'on veut mettre en place. C'est qui ça, les Verdir, à part vous? C'est qui qu'on retrouve là-dedans? Oh mon Dieu, bien OK. On a l'école primaire, la polyvalente, on a le collège Sainte-Anne, l'ITA. Donc ça, c'est tous des gens qui ont... se sont engagés le plus formellement. Sont plus en termes éducation, transfert de connaissances. Avec Bioptère, bien, eux viennent faire des ateliers. Le Jardin floral aussi viennent donner des connaissances pour produire des semis, comment partir notre jardin, tout ça. Au niveau, j'essaie de ne pas l'oublier, là, au niveau de la ville aussi, bien, on a vraiment une connaissance technique en horticulture qui peut aussi s'appliquer là, à la production de fruits et légumes. Est-ce que c'est un concept qui pourrait s'exporter vers d'autres municipalités? Bien sûr, bien sûr, parce que c'est pas une structure compliquée. Il s'agit juste de s'asseoir ensemble, d'échanger sur c'est quoi les besoins, c'est quoi les ressources, puis comment on peut contribuer de façon très simple là, à l'émergence de chacun des projets. Fait que c'est quelque chose de très fluide, très facile à exporter ailleurs. Qu'on peut penser que plus que jamais, on pourrait avoir encore des ateliers agricoles, d'horticulture au printemps, à l'été, là, quand on ne sait pas trop comment se partir. Oui, parce que des fois, il y a une belle volonté, mais ça peut coûter cher partir un jardin si on ne sait pas comment le faire fructifier en bout. Parce qu'il y a des gens qui font le calcul que ça vaut mieux d'aller encourager nos artisans, dans le fond. Oui, ben oui. Plutôt que de mettre 200 dans le feu, tu sais. Je suis pas sûre de comprendre la question, mais... Non, ce que je veux dire, mais étant donné que Verdir, là, on comprend bien que c'est plein de compétences qui se rassemblent pour faire en sorte qu'on ait des îlots de verdure puis d'agriculture un petit peu partout, puis des petits jardins. Dans ce concept-là, je me demandais, est-ce que ça veut dire qu'à l'approche de l'été, par exemple, vous, dans le comité Verdir ou comme coordonnatrice des services horticoles, vous pourriez déployer encore plus d'ateliers? Parce qu'on sait qu'il y a un jardin communautaire à la ville. Mais souvent, on aurait besoin d'ateliers, tu sais, quand c'est mai, juin, pour pas juste des échanges, parce que souvent, on va faire ça entre gens qui connaissent ça, mais des ateliers d'initiation au jardinage, des choses comme ça. Oui, bien, c'est des choses parce qu'il y a des parents là, qui ne savent pas plus que les enfants dans certains cas. Non, c'est ça, exactement. Ça peut être très urbain en vivant en campagne, là. Exactement. En fait, depuis 2 ans, on offre ce genre d'atelier-là, des corvées collectives, où est-ce qu'on amène des agriculteurs pour vraiment expliquer comment on peut faire un jardin en carré, comment on peut faire un jardin bio-intensif au jardin communautaire. C'est le genre d'atelier qu'on a fait, qu'on a organisé. Donc, avec le collectif Verdir, on est capable d'aller chercher des fonds puis des compétences de tous ces partenaires-là pour redistribuer en forme d'ateliers pratiques là, envers les citoyens. C'est vraiment notre but, là. Fait que ça va devenir de plus en plus vert. Puis gratuit. Ben on vise vraiment la gratuité aussi là-dedans. Donc, Émilie Lapierre, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Puis dans quelques secondes, donc, on va poursuivre ça avec Stéphanie Boudreau de l'Association des producteurs de tourbe horticole du Québec. Donc, de la tourbe, qui est quelque chose de très important dans tout le processus. Merci beaucoup. Merci. Alors, on reste toujours dans notre sujet. Hein? On parlait donc du collectif Verdir. Et là, on va parler de l'aspect de la tourbe. Il y a eu un partenariat. Donc, pour mieux démêler tout ça, on a Stéphanie Boudreau avec nous, qui est directrice de l'Association des producteurs de tourbe horticole du Québec. Donc, vous êtes partie prenante là, du projet Verdir. Mais ce que je comprends, c'est que il y a plusieurs créneaux là, dans lesquels
dans le fond, vous pouvez exercer. Démêlez-nous tout ça, là, parce que si on n'est pas là-dedans, c'est pas clair. Là. Donc, on comprend que vous fournissez de la tourbe. Exactement. Donc, moi, dans le fond, je suis directrice de l'Association des producteurs horticoles, des producteurs de tourbe horticole du Québec. Il y a 8 membres dans mon association, dont plusieurs ont leurs sièges sociaux au Bas-Saint-Laurent. C'est vraiment le berceau de l'industrie de la tourbe, le Bas-Saint-Laurent. Et c'est pour ça qu'on héberge le créneau d'excellence tourbe et substrat. Un créneau d'excellence, c'est une initiative du ministère de l'Économie et de l'Innovation pour le développement économique régional avec les particularités de chacune de ces régions-là. Ça, c'est pour innover dans des secteurs dans lesquels on a des attributs. Là, exactement, pour favoriser le réseautage et l'innovation et mettre les forces communes ensemble là, pour aller plus loin, finalement. Donc, on est partenaire d'initiatives d'agriculture urbaine depuis 2017. Ça a commencé avec un projet, justement, du créneau. On a commencé avec Rivière-du-Loup et la Pocatière à fournir de la tourbe pour les besoins de projets en agriculture urbaine. Et c'est ça s'est développé finalement l'an dernier. Le collectif Verdir est né, parce qu'il y a eu un peu d'argent d'investi dans la communication, trouver l'image de marque, etc. Donc, on s'est impliqué à ce niveau-là aussi. Donc, grâce aux dons de producteurs de tourbe pour la tourbe et les substrats, ça nous permet d'aller chercher du financement supplémentaire pour aider les initiatives. Mais ça se définit comment, ça, de l'agriculture urbaine? Parce que là, des fois, tu sais, ça fait tout cute. Là. Ça fait les épices sur le... Ça fait les petites herbes sur le toit, tu sais, le petit jardin à l'école, comme on en parlait, c'est super beau. Mais je suis certain que si on investit, c'est que vous visez plus que ça. Ce serait quoi, à long terme, de l'agriculture urbaine? Ça peut se définir comment? Bien, nous, vraiment, notre intérêt, c'est pour avoir des retombées dans la communauté, étant donné que les producteurs sont dans la région, ils veulent avoir une empreinte sur leur communauté puis redonner à leur communauté. L'agriculture urbaine, c'est vraiment favoriser l'autonomie alimentaire dans les familles, de transmettre des connaissances, de donner des trucs pour jardiner, parce qu'on bien beau avoir des agriculteurs à proximité, des producteurs de tourbe de l'autre. Des fois, on ne sait pas trop quoi faire avec de la tourbe. Puis de la tourbe tout seul, ça ne fait pas pousser rien. Puis nos producteurs locaux, on l'a vu cet été, là, on pouvait les encourager des fois au marché. Exactement. Mais les paniers, déjà rapidement, là, cet été, c'était la folie. On pouvait plus... Puis il ne faut pas se le cacher, il y a des gens qui n'ont pas le moyen d'acheter aussi chez les producteurs locaux. C'est quand même des produits de grande qualité, mais nichés. Il ne faut pas se le cacher. Donc, le but, ça peut être de contrer aussi une certaine pauvreté. Oui, c'est sûr que là, justement, dans le collectif Verdir, il y a aussi des organisations comme Cosmos qui sont là, puis qui ont aussi l'intention d'un peu promouvoir toute l'agriculture urbaine au Kamouraska, d'étendre ce qui se passe à la Pocatière dans tout le Kamouraska. Et nous, notre projet au créneau inclut 3 MRC. Il y a la MRC de Kamouraska, mais il y a aussi Rivière-du-Loup et Rimouski-Neigette. Chacune ont leur façon de faire. Rimouski-Neigette ont un plan d'agriculture urbaine. À Rivière-du-Loup, ça se passe avec les jardins communautaires. Chacun a leur structure qui évolue, mais ça reste un besoin pressant de transmettre des connaissances aux familles et d'avoir des initiatives où les gens peuvent aller collecter des légumes. On fait ça comment, justement? Comment vous allez vous y prendre? Parce que là, on voit qu'avec les organisations, ça, c'est plus facile. On peut avoir des beaux projets. Je veux dire, c'est des projets de travail, là, en quelque sorte. Mais quand on arrive à vouloir amener ça dans les familles, c'est ça le défi, là. Bien, c'est via la meilleure plateforme possible. Les jardins communautaires, les écoles à Rimouski ont une autre façon de faire avec leur plan d'agriculture urbaine bien développé. Chacun a leur couleur. Mais on est au balbutiement du déploiement de ces programmes-là. Donc, c'est vraiment en devenir, finalement, là, Donc, vous ne pensez pas que c'est une mode qui va passer? Je ne pense pas que c'est une mode qui va passer. Surtout, là, présentement, dans le contexte qu'on vit. C'est sûr qu'il y a une recrudescence là, au cours de l'été sur l'intérêt pour le jardinage a vraiment connu une apogée cet été. Ben là, oui, il y a des pénuries de carottes. Exactement. Pénurie de substrat même aussi. Ben oui, aussi. Oui. Fait que c'est quand même ça... C'est une bonne nouvelle quand même que les gens aient le goût de Oui, tout à fait. De reconnaître un peu comment faire pousser des légumes. C'est vraiment la base, là, c'est savoir qu'on est capable de faire pousser des tomates et de les amener dans notre assiette. On parle beaucoup donc de vous, de votre rôle. Là, vous êtes de l'Association des producteurs de tourbe horticole du Québec, mais vous me disiez avant en entrevue qu'il y a d'autres créneaux d'excellence aussi qui sont tout aussi intéressants puis qui nous touchent. Vous me parlez de la sériculture, vous parlez... C'est vraiment mettre à l'avant-plan toutes nos forces. Exactement. Au Bas-Saint-Laurent, il y a 4 créneaux. Le créneau tourbe et substrat, le créneau éco-construction et le ressources et technologies maritimes. Et il y a un dernier qui est né ce printemps, c'est le créneau acéricole dans le Témiscouata, excusez-moi. Donc, c'est vraiment des créneaux qui mettent ensemble les acteurs d'un secteur commun pour
avoir une espèce de développement économique régional et sectoriel. Fait que dans le fond, vous pouvez servir, vous êtes un peu comme une courroie de transmission. Exactement, là. Exactement. Un créneau, ça sert un peu à ça, à mettre des acteurs ensemble, faire des projets structurants qui amènent ensemble plusieurs partenaires de différents horizons, puis avec une facette sur l'innovation. Là, on a parlé donc beaucoup de ce qui s'est fait dans la dernière année là, au niveau de Verdir. Oui. Est-ce que déjà vous êtes en marche pour la prochaine année? Bien oui. Parce que là, vous, bon, l'apocatière, c'est l'apocatière, mais vous avez une vue d'ensemble qui est plus large là, sur Exactement, le territoire. Donc, c'est quoi qu'est-ce qui s'en vient? C'est quand même en train de s'articuler présentement avec la COVID. On a eu un délai, puis là, les acteurs présentement se mettent tout en place. On va avoir l'hiver pour avoir un plan de match pour l'été prochain. Mais à l'apocatière, entre autres, notre projet permet de contribuer au salaire d'une coordonnatrice de Verdir. Avant, c'était une tâche un peu connexe. Maintenant, il va y avoir quelque chose de plus concret là-dessus. Il va y avoir du matériel de pédagogique. C'est sûr que nous, on veut avoir un matériel pédagogique sur les tourbières, peu importe quelle MRC, quelle ville. Là. Là, on a une belle ressource dans le Bas-Saint-Laurent qu'il faut mieux faire connaître. C'est quoi, d'où vient la tourbe, c'est quoi une tourbière, comment un substrat est fait, à quoi ça sert exactement. Donc, il y a tout ça qu'on veut développer, matériel pédagogique et le déploiement des initiatives dans la région. C'est vraiment supporter les initiatives locales. On ne veut pas remplacer personne ici. On est là juste comme un support pour ces initiatives-là. Ça veut dire qu'en ce moment, s'il y a quelqu'un qui nous écoute, un peu comme il pouvait appeler Émilie à l'apocatière, mais s'il n'est pas à l'apocatière, si on a des gens de Kamouraska ou de Saint-Alexandre, on sait que dans le Kamouraska aussi, Saint-Germain, tout ce coin-là, là, il y a beaucoup d'initiatives. Il y a des gens qui sont très portés sur l'horticulture. On peut vous contacter? Oui, on peut me contacter. On a un site Facebook, APTHQ, on a un site web, nos coordonnées sont là-dessus. On peut nous contacter puis on peut voir comment on peut arrimer les différentes initiatives à notre projet plus global. Il y a des choses qui sont possibles de faire là-dedans. Stéphanie Boudreau, donc directrice de l'Association des producteurs de tourbes horticoles du Québec. C'est un long titre. Merci beaucoup d'avoir été là. C'est tout pour nous. On se dit à très bientôt. Merci.